Hello à tous, bienvenue dans le podcast Projetez-vous. Cela fait 2 ans, plus de 100 épisodes, plus de 40 invités et je suis toujours heureuse d'être avec vous et de partager avec vous sur les secrets de la gestion de projet. J'annonce la série de l'été. C'est une série qui va vraiment parler tout d'abord de comment vous pouvez aborder votre nouveau rôle de chef de projet ou de PMO, quels sont les tips, les erreurs à éviter et aussi la posture à adopter. Donc vraiment, je vais vous accompagner pas à pas pour prendre vos fonctions et être le plus serein possible. Et puis une deuxième partie de cette série de l'été sera consacrée à la certification PMP, Project Management Professionnel, où je vous accompagne pas à pas pour réviser pour votre certification PMP. Alors restez à l'écoute, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en laissant des commentaires et avis. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je continue la série en route vers PMP. J'ai fait une petite pause, rentrée oblige, et puis j'ai dû m'occuper de mes enfants et reprioriser. Mais cela n'enlève rien du tout à la qualité du contenu. Ça me permet d'avoir plus de sous. Vous savez que ça fait plus de 2 ans maintenant que je vous partage dans mes épisodes Projetez-vous toutes les connaissances que j'ai. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus profondément sur la PMP et puis on avait vu dans les épisodes précédents les 5 premiers domaines du PMBOK V6. On avait vu donc qualité et risque dans le dernier épisode et puis dans l'épisode d'avant, on avait vu les coûts, le périmètre et les délais. Aujourd'hui, on va terminer l'ensemble de ces 10 domaines. Je ne compte pas dans le 10e domaine, c'est l'intégration, mais on va aborder plutôt des domaines où les relations humaines, l'intelligence humaine, la négociation sont primordiales. Il s'agit des domaines des ressources, des communications, des parties prenantes et des approvisionnements. En effet, vous savez très bien que le rôle de chef de projet, c'est 90% de communication. Et cette communication se fait avec les ressources humaines qu'on a à notre disposition et puis peut-être leurs responsables hiérarchiques, avec les parties prenantes, tout type de parties prenantes, et puis avec les fournisseurs, les partenaires qui vont nous accompagner dans ce projet, ainsi que les clients. Donc vraiment, aujourd'hui, on va se baser sur la relation, la communication, l'influence et la négociation. Donc on va aller domaine par domaine, mais vous allez voir que beaucoup de choses se regroupent suivant les domaines. Quand je dis le premier domaine, quand je dis ressources management, c'est vraiment: avez-vous les bonnes personnes et le bon matériel au bon moment, au bon endroit, avec la bonne dynamique? C'est ça la question qu'on va se poser. Et puis, il va y avoir 6 processus qui entrent en jeu pour ce domaine des ressources: Plan Resource Management, Estimate Activity Resources, Acquire activité, donc acquérir les ressources, Acquire ressources, donc acquérir les ressources, Develop Team, Manage Team et Control Resources. Et donc, c'est vraiment très important. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs aux ressources humaines. Comme vous le voyez, un projet, c'est comme une petite entreprise qui fait que quand on devient chef de projet, on a aussi une vision globale du projet dans son ensemble. Les lignes des parties, c'est les ressources. Quels sont les outils qu'on doit maîtriser lorsqu'on doit justement gérer des ressources avec les processus que je viens de vous donner? Tout d'abord, il y a la RACI. En effet, dès qu'on a des ressources, des clients, des parties prenantes, il faut absolument mettre en place cette matrice ressources RACI qui est la matrice responsable, approbateur, consulté et informé. Responsible, j'ai oublié c'était quoi? Approbateur, consulté et informé. Et donc, dans cette matrice, on va pouvoir affecter, suivant les activités, suivant les domaines, à chaque personne un rôle, soit responsable, soit approbateur, soit consulté, soit informé. Le but est que pour chaque activité, il y ait au moins un responsable et un approbateur. Les consultés, ce seront ceux qui vont accompagner le responsable à faire l'activité. Ça peut être des gens qui le conseillent, des gens qui font avec lui, mais il n'y a qu'un seul responsable par ligne. J'aime bien rappeler ça parce que souvent on peut mettre plusieurs responsables par ligne et puis là on a cette problématique de: mais moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire ou c'était pas à moi de le faire? Ben si, t'es marqué en R, oui, mais lui aussi il est marqué en R. Donc une personne responsable par activité, et comme ça vous pourrez être sûr que
tout votre périmètre sera couvert et que dans chaque item de votre périmètre, il y a une personne qui en est responsable et puis il y a un cycle d'approbation. Il y a aussi dans cette partie ressources management où on a Develop Team par exemple et Acquire Resources. D'ailleurs, j'ai un épisode de la série Réussir ses 100 premiers jours où c'est reprendre l'équipe et c'est vous devez gérer les conflits. Il y a toujours des conflits parce qu'il y a des différences culturelles, des conflits parce qu'il y a des différences aussi de métier, générationnelles, et tout un tas de ressources de conflits qui peuvent aller très très vite. Les personnalités aussi peuvent ne pas être compatibles, mais on doit travailler ensemble parce que chacun apporte quelque chose à l'équipe, quelque chose au projet. Donc par exemple pour les conflits, il y a plusieurs approches: collaborer, éviter, forcer, concilier ou négocier. Ce sont vraiment les approches pour la gestion des conflits qui sont étudiées au Project Management Institute. Donc là, je vous ai donné la liste des processus pour les ressources, un outil qui s'appelait le RACI, la gestion des conflits. Tout ceci, vous devez en maîtriser les tenants, les aboutissants si vous souhaitez passer votre PMP, votre Project Management Professionnel, de manière sereine. Une autre chose, on en a parlé déjà dans un des épisodes, avec le leadership. Il faut adapter votre style de leadership suivant la maturité de l'équipe qu'il y a. Des fois, vous allez faire un servant leadership parce que vous voyez que les équipes sont autonomes, on est en agilité. Des fois, ce sera plus autoritaire puisque ce sont des jeunes expérimentés qu'au début, il faut bien sûr les former et faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop d'erreurs. Et puis finalement, quand on a mis Acquire Resources, Develop Team et Manage Team, je vous renvoie à l'épisode de Réussir ses 100 premiers jours avec l'équipe. Il y a la théorie de Tuckman que j'adore, où il y a pour une équipe plusieurs phases. Tout d'abord, la formation de l'équipe. Les équipes se forment, elles ne se connaissent pas, on est dans la retenue, on va essayer de travailler mais on n'a pas confiance en l'autre, on ne sait pas ce que l'autre a dans le ventre et puis on va commencer à s'habituer, jusqu'à ce qu'arrivent des tensions, comme je vous ai dit, différence de posture, différence de personnalité, différence générationnelle. Et donc là, vraiment, toute la beauté, c'est d'essayer de résoudre ces conflits parce que il y a toujours des conflits. Si on ne les résout pas, ça va s'empirer et puis mener à la catastrophe, faire de la frustration. Les équipes ne seront plus motivées. Il y en a qui ne travailleront pas ou qui saboteront l'équipe. Et puis, quand on résout les conflits, on apprend à mieux se connaître, à savoir comment chacun travaille. On fait des concessions peut-être, ou bien on négocie ensemble et puis ça fait qu'on devient une meilleure équipe et on arrive dans une espèce de standardisation, normalisation du rythme de l'équipe où là on se connaît, on sait comment on travaille, on arrive à travailler ensemble jusqu'à ce qu'on atteigne la performance, l'optimisation. Et puis ensuite, quand on a fini le projet, on arrive à la dissolution de l'équipe. Tout le monde doit se dire au revoir. On célèbre bien sûr. Donc tout ceci, ce sont des outils que le chef de projet PMP connaît. Donc, pour le PMP, un bon chef de projet développe l'équipe autant que le projet. Voilà, il doit prendre en compte toutes ces ressources. Le deuxième domaine dont nous pouvons parler, c'est Communication Management, donc la gestion de la communication. C'est le domaine le plus sous-estimé. Et pourtant, on dit que le chef de projet passe 90% de son temps à faire de la communication. Communication envers toutes les parties prenantes, communication envers ses équipes, communication vers la direction, le client. Vraiment, c'est un jeu de tous les jours. Et donc, il y a 3 processus importants. C'est Plan Communication Management, Manage Communication et Monitor Communication. Et dedans, on va avoir différents types de communication, des communications de type, par exemple, est-ce qu'on fait des réunions? Est-ce qu'on fait du face-à-face? Est-ce qu'on fait des interviews? Est-ce qu'on envoie juste un email, une newsletter mensuelle? Et à qui est-ce qu'on va adapter? À quelle fréquence aussi? Est-ce qu'on envoie tous les jours un email parlant de la progression? Je pense que ça n'en est pas la peine, mais on peut en envoyer un par mois, par exemple. Toutes les semaines, on peut contacter notre sponsor. On peut parler aux membres de la direction une fois par trimestre en leur envoyant un reporting et tout ceci. Et vraiment, ça qui est important. Depuis aussi le Covid, il y a eu aussi une effervescence des outils de communication. Je parle bien sûr déjà des outils de vidéoconférence, Zoom,
Teams, mais aussi justement la messagerie instantanée ou bien les réseaux sociaux. Communiquer aussi vers l'extérieur, annoncer ce qu'on fait dans le projet pour faire de la pub, du marketing, pour que les clients soient intéressés, gagner des nouveaux marchés. Tout ceci, c'est différents types de communication qui peuvent être aussi bien écrits, officiels, formels. Cela dépend vraiment du type d'interlocuteur et on en parlera après avec les parties prenantes où on doit identifier pour chaque partie prenante quelle va être la communication, la fréquence et le type de communication qu'on va travailler avec eux. En tout cas, ça, c'est vraiment très important. Même dans l'équipe, de toute façon, on parlait des ressources, il y a vraiment faire attention à la communication. Et quand on est à distance, par exemple, il faut de temps en temps avoir le contact visuel, être en face à face en visio pour pouvoir savoir si la personne, elle est bien engagée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent avec du langage corporel, de la communication non verbale, savoir comment la personne va s'installer en face de vous, comment elle va parler, si elle va être sec, si elle va avoir l'air renfrognée, si elle va avoir tendance à être frustrée. Donc des fois même un outil de vidéoconférence est vraiment important, surtout lorsque on est à distance. Je voulais aussi vous rappeler le modèle émetteur-récepteur, sender-receiver de Weasel, je crois, ça s'appelle, si je me rappelle bien, de Shannon et Weaver, pardon. Et donc, ce modèle-là, pour moi, il fait comprendre tout. Comment faire pour que quelqu'un vous comprenne? Eh bien, vous envoyez un message, vous avez un décodeur, un encodeur, on va dire. Un encodeur qui va coder votre message par rapport à votre formulation, votre communication, votre langage, votre éducation, votre génération, votre culture. Si le français ou l'anglais n'est pas votre langue maternelle et que vous devez vous adresser en français ou en anglais, vous allez avoir une certaine manière de le dire et vous envoyez ce message à un récepteur. Et ce récepteur, déjà, il peut ne pas recevoir le message complet, il peut y avoir du bruit sur la ligne, mais aussi, il va essayer de décoder, mais il n'aura peut-être pas le même décodeur que vous, et donc il n'aura pas compris la même chose. Donc, vraiment, pensez, quand vous envoyez un message, que ce soit un message vocal ou un message par email, là, qu'est-ce que vous pensez que le receveur aura compris? Est-ce que c'est un langage universel que vous avez envoyé? Est-ce que vous avez envoyé un email avec la moitié de la conversation dans votre tête et donc le receveur ne comprendra pas le contexte, par exemple? Et un moyen aussi de s'apercevoir si le receveur a bien compris votre message, il faut demander soit du feedback, soit une reformulation pour vérifier que le message a bien été compris. Moi, je me souviens, en tout cas, quand j'étais jeune, pour écrire un email, il me fallait à peu près 1 heure. Et en plus, je faisais relire par ma mentor. Et comme ça, elle ajustait le temps. Des fois, il fallait un temps plus incisif. Des fois, il fallait un temps plus solennel, un temps plus gentil. Parce que le mien était trop énervé. Donc, pas de message émotionnel, par exemple. Donc, faire attention à toutes ces communications. En tout cas, quand vous envoyez une communication écrite, il y a une règle des 5 C. Elle doit être correcte, complète, concise, claire et courtoise. Communiquer, c'est répéter avec pertinence, vraiment. Troisième partie, c'est la partie stakeholder management, gestion des parties prenantes. Alors, dans les processus, il y a identifier les parties prenantes, planifier l'engagement des parties prenantes, gérer l'engagement des parties prenantes et suivre ou monitorer l'engagement des parties prenantes. En effet, gérer un projet sans gérer de parties prenantes, c'est comme organiser un mariage sans prévenir les invités. J'aime beaucoup cette petite phrase que je vous laisse. Peut-être qu'elle aura un impact, mais dans un projet, c'est sûr, il y a des parties prenantes. Vous ne faites pas ce projet pour rien du tout. Soit vous le faites à visée de clients, soit vous le faites pour votre entreprise. Donc, il y a des clients internes ou des gens dans l'entreprise qui seront impactés. Vous allez utiliser des ressources des gens d'autres départements. Donc, il y aura leur responsable de département. Vous allez aussi devoir, si vous êtes dans une entreprise, dans un projet, reporter à votre direction, à votre management. Le sponsor doit être bien sûr présent. Donc, vraiment, faire attention à lister dès le début
les parties prenantes qui pourraient impacter ou être impactées par ce projet. L'objectif est de les identifier, de savoir si on va les tenir informés, on va les engager, on va essayer de les garder proches ou on va les surveiller de loin. Il faudrait veiller à ce que les personnes les plus influentes soient à minima neutres, ne soient pas contre votre projet, par exemple, ce qui pourrait mener à la... Beaucoup trop de chefs de projet pensent que, oui, je fais mon projet tout seul, j'avance, sans voir les politiques de l'entreprise, sans voir ce qui se passe autour, que c'est bon, ça va être signe de succès. Et bien, donc, comme on a dit, 90% de votre projet, c'est de la communication et c'est de la communication envers vos parties prenantes, effectivement, parce que c'est eux qui vont faire avancer. Vous avez besoin d'avoir d'un soutien, vous allez avoir besoin de valider des budgets. En cas d'aléa, vous allez devoir trouver des solutions qui impliquent des parties prenantes diverses. Donc vraiment, il faut vous en occuper. C'est aux petits oignons, voilà, prendre soin de vos parties prenantes aux petits oignons, faire une cartographie interne. Donc, il y en a une qui s'appelle la matrice influence-intérêt, qui est très importante. Je vous la mettrai, bien sûr, comme pour chaque épisode, je vous propose une petite fiche. N'hésitez pas à lister toutes vos parties prenantes et à savoir dans quelle partie de la matrice influence-intérêt il se situe. Et ensuite aussi de savoir si ce sera comment est leur engagement par rapport au projet. Est-ce que ils ne savent pas qu'il y a ce projet alors qu'ils pourraient être intéressés? Est-ce qu'ils sont contre ce projet? Ils n'en voient pas l'intérêt. Est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils sont soutiens? Ou est-ce qu'ils sont vraiment avec vous? Vraiment, ils vont vous aider. Et donc, il faut identifier comment pour chaque partie prenante, éviter qu'elle soit contre ou qu'elle n'impacte trop fortement votre projet dans le sens négatif. Si elle impacte dans le sens positif, c'est génial. Mais dans le sens négatif, non, pas question. Donc voilà. Donc ça, c'était le 3e domaine. Et voici le 4e domaine qui s'appelle Procurement Management, qui est l'approvisionnement, qui sont les achats. De plus en plus d'entreprises ne peuvent pas tout faire le projet au sein de leur entreprise. Elles ont besoin de fournisseurs de matières premières, de matériel, de logiciels, ou bien fournisseurs de compétences, de personnes avec les compétences qu'il faut. Et donc, il y a plusieurs types de processus en gestion de projet. On ne vous demande pas de faire vous-même les contrats puisqu'il y a le juridique. On ne vous demande pas de suivre, de payer puisque vous avez souvent un service achat. On vous demande de faire en sorte que les fournisseurs, tous les achats que vous avez faits arrivent en temps, en heure pour votre projet et avec la qualité que vous souhaitez. 3 processus. C'est le Plan Procurement Management, donc planifier la gestion de l'approvisionnement, faire de l'approvisionnement et contrôler l'approvisionnement. Dès que vous achetez quelque chose pour le projet, vous entrez dans l'univers facilement des contrats. Et là, les contrats, c'est vraiment le domaine du légal. Mais le légal ne saura pas exactement ce dont vous avez besoin pour faire votre projet. D'ailleurs, il y a plusieurs types de contrats et au PMP, PMBOK, on va parler de standards américains. Donc, on va avoir des contrats à fixed price, FP. Et donc là, il y a plusieurs types de FP. Je vous les mettrai dans la fiche, bien sûr. FPEPA, par exemple, ou FPIP. Et donc ça veut dire on a un prix fixe, un forfait, par exemple. Et le fournisseur dit, voilà, cette prestation va faire 5 000 €. Et donc, à la fin de la prestation, vous lui payez les 5 000 €. Et peut-être vous avez des index, une indexation, peut-être des choses comme ça. Il y a un autre type de contrat qui s'appelle le contrat à coût remboursé, cost reimbursable. C'est ceux qui commencent par CP. Par exemple, CPEPA, CPIP. Et donc, ceux-là, ce sont ceux où on va vous dire, par exemple, là, je vous donne l'exemple. Vous êtes un fournisseur, vous pensez que que cela vous prendra 10 jours hommes, par exemple. Donc, un jour homme, 500 € x 10, ça fait 5 000 €. Et si vous le faites à fixed price, eh bien, même si vous dépensez 15 jours hommes, si ça prend plus de temps que prévu, eh bien, vous devrez vous faire payer que les 5 000 €. Ce sera pour vous la différence parce que vous avez mal estimé, que vous avez proposé un FP. Donc, c'est vraiment avantageux pour les clients. Et cost reimbursable, c'est
vous leur dites, voilà, j'aurai besoin de cette ressource. Et donc, le temps que la ressource passe sur le projet, ce sera facturé à l'entreprise. Et pareil, toutes les locations, tous les frais seront remboursés par le client. Donc, c'est ça le cost plus. Et puis, il y en a un autre qui est au prix unitaire, time and material, qui est utilisé en agile ou en projet extraordinaire, où on va payer au TJM, comme on dit en France, au taux journalier moyen, une personne et le nombre de jours qu'elle a travaillé. Bien sûr, quand vous faites ce contrat, il va falloir spécifier le périmètre du projet, de la partie de projet que vous voulez sous-traiter. Et donc, ce périmètre au PMP, ça s'appelle soit Service Level Agreement, donc ça c'est le contrat, et le SOW, le Statement of Work. Et donc, il faut bien travailler quand on est en cycle en V, surtout en traditionnel, quelles sont toutes les choses qu'on requiert. Comme ça, à la livraison finale, quand on clôt le contrat, on va vérifier que tout nous a bien été livré. Ne rien oublier et bien s'assurer d'avoir en face le planning et avoir des clauses de pénalité si le contrat n'est pas respecté. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le procurement. Je vous mettrai dans la fiche les différents types de contrats. Et puis, vraiment, ici aussi, il y a de la négociation à faire. Il faut gérer les parties prenantes, il faut les suivre. Parce que si vous ne suivez pas votre fournisseur, il peut s'arriver que des matériaux soient en retard, qu'ils ne respectent pas une clause et que si vous ne l'avez pas remonté, c'est des pénalités qui ne vous seront pas dues. Tout simplement. Donc vraiment, ces 4 domaines, ils font partie beaucoup, ils font vraiment beaucoup de communication, beaucoup de soft skills parce qu'il y a de l'humain, de l'écoute active, de la gestion des tensions. Tout ceci est une capacité à fédérer. Et donc, il faut absolument cultiver l'intelligence émotionnelle. J'aimerais bien vous en parler, vous en faire des petits mots parce que dans le prochain épisode, je parlerai un peu d'agilité, puis je clorerai cette série avec l'intégration et l'intelligence émotionnelle dont un chef de projet doit vraiment posséder. Donc voilà, les 2 prochains épisodes, je vous le dis dès maintenant, ce sera l'agilité vue par le PMP. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez en PMP sur l'agilité? Et pour l'épisode final, ce sera à propos du domaine de l'intégration, intégrer tous les domaines dont on vient de parler, et puis l'intelligence émotionnelle, le leadership, qui sont vraiment des temps forts du PMBOK V7. Dans le PMBOK V7, on s'attend beaucoup de vous de savoir les processus du PMBOK V6 avec du leadership et du business. Et donc ça, ce sera notre épisode final. Donc voilà, plus que 2 lundis ensemble et puis on aura fini cette série en route PMP. N'hésitez pas à télécharger toutes les ressources et puis à suivre la newsletter. Je ne sais pas encore de quoi sera faite la prochaine série d'épisodes, mais en tout cas, j'espère que cette série d'épisodes en route vers PMP vous aura plu. Cet épisode vraiment a mis l'accent sur les domaines, les processus, mais surtout sur les soft skills, la communication, qui sont très importantes en gestion de projet pour un chef de projet si vous voulez mener votre projet à bien. Je vous mets en lien de l'épisode la fiche de révision pour ces 4 domaines et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur l'agilité. Bonne semaine! Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez aussi me joindre en message par exemple sur LinkedIn. Je voulais vous dire que cette série d'épisodes de l'été m'a été inspirée par des auditeurs qui sont devenus mes coachés. En effet, j'accompagne toute personne qui commence dans un rôle de chef de projet ou de PMO à aborder son rôle de manière sereine et d'adopter la bonne posture. Pour ce qui concerne aussi les épisodes sur la certification PMP, je suis formatrice PMP et des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost et c'est ce que je leur apporte aussi en les accompagnant pour être sûr de réussir leur certification PMP. N'hésitez pas à me contacter
sur LinkedIn si vous voulez que je vous accompagne sur l'un de ces deux sujets. Je vous dis à la semaine prochaine.